parfois les gens, c'est vrai que... Ce sont des évocations poétiques. Et en même temps, un travail donc de... Nous sommes au musée Bonnard aujourd'hui sur la Côte d'Azur, au Canet, Côte d'Azur. Le musée Bonnard a été inauguré en juin 2011, donc il a un peu plus de 7 ans. Et nous organisons aujourd'hui, nous présentons aujourd'hui une exposition qui met en valeur les collections du musée et qui met aussi en valeur l'art de l'artiste Pierre Bonnard, de ses années de jeunesse jusqu'à la fin de sa vie qu'il a passée au Canet. Et donc l'exposition s'intitule Bonnard en noir et en couleur parce qu'on met l'accent justement sur l'importance du dessin pour l'artiste et aussi surtout de la couleur parce qu'il a vraiment été l'un des plus grands coloristes du XXe siècle. Pierre Bonnard, qui est né dans la région parisienne, avait vraiment l'envie d'embrasser une carrière d'artiste pour la liberté qu'elle pouvait lui apporter, mais aussi pour son intérêt pour le dessin. Mais pour autant, il a quand même fait des études de droit parce que son père le destinait à une carrière plutôt administrative. Pierre Bonnard a fait des études, bien sûr, dans des académies libres, tout en poursuivant ses études notariales. Mais grâce au succès de son affiche France-Champagne, en 1891, il a réussi à arrêter ses études notariales et à se lancer vraiment dans la carrière d'artiste. Donc, vous avez ici une des œuvres essentielles de la jeunesse de Bonnard, qui est un paravent sur lequel on voit vraiment se dérouler un ensemble de scènes et d'enchaînements de scènes. Et c'est une œuvre telle que celle-là qui marque l'influence des arts du Japon, notamment par rapport au rythme entre les vides et les pleins, par rapport aussi au format, puisque c'est un format de kakemono. Hein, le paravent était très en vogue à cette époque, on est en 1897, et Bonnard donc veut multiplier des objets usuels, à la fois des objets de grande dimension, pour à la fois qu'ils aient un sens décoratif aussi, et marquer aussi cette influence du mouvement. Vous voyez d'un panneau à l'autre, un mouvement s'enchaîne où on voit le cerceau de ces enfants qui sont tenus par leur maman avec la frise des nourrices et la frise des fiacres qui donnent le mouvement et le rythme à l'œuvre. Hein. Et ce qui est très intéressant chez Bonnard, c'est qu'il se sert du blanc du papier. Il y a très très peu d'œuvres, c'est une œuvre très économique au niveau, dans l'économie des moyens, et il se sert du fond du papier pour faire dessiner ses formes. Hein. On voit ici un petit bébé, un autre, et ils sont 3 enfants. Et ce qui est très intéressant dans ce rythme, c'est que Bonnard va commencer à instituer dans ce type d'œuvre des figures cachées que l'on retrouvera progressivement dans toute son œuvre jusqu'à la fin de sa vie, dans sa peinture. Bonnard a vraiment dessiné lui-même la typographie, il l'a conçue lui-même, qui vraiment est en harmonie avec la figure de cette jeune fille qui est très pétulante, elle est pétillante aussi, et cette jeune femme dont il était amoureux à l'époque est Berthe Chédelin, sa cousine. C'est une affiche qui montre combien il y a de la joie, c'est que le champagne déborde de cette coupe et est un prétexte aussi pour pouvoir mettre du texte. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de cadrer et d'utiliser la sinuosité de l'encre, hein, parce que c'est une affiche qui a été dessinée à l'encre au départ et qui a été après reproduite pour faire une lithographie en couleur. C'est donc à la vue de cette affiche que Toulouse-Lautrec s'est écrié qu'il voulait connaître et rencontrer le jeune peintre qui avait pu faire cette œuvre qui était nouvelle, qui était comme une marque différente de celle de Chéret. En fait, cette affiche est le premier succès officiel de Bonnard. La mère de Bonnard lui écrit que son père a dansé dans le jardin à la nouvelle que cette affiche lui a rapporté 100 francs. Et donc, c'était vraiment à ce moment-là qu'il lui a accordé de se lancer dans cette carrière artistique qu'il désirait tant pour la liberté qu'elle pouvait lui accorder, lui donner. Et aussi, surtout, c'était une passion pour lui. Il a toujours été passionné par le rapport au monde, à la nature. Et ça va commencer avec l'Aventure des Nabis, qui est ce jeune groupe de peintres qui se sont rencontrés au lycée Condorcet
pour la plupart, et qui vont former les prophètes, puisque Nabi veut dire prophète en hébreu, mais c'était un petit peu comme une boutade au départ, mais de cette boutade, ils vont se situer dans l'histoire de l'art après les post-impressionnistes, après Gauguin et Van Gogh. Dans cette vitrine, on a quelques documents qui montrent Pierre Bonnard dans son atelier du Canet, l'atelier du Canet qu'il achète dès les années 1926, mais il vient au Canet dès 1922. Et aussi, on le voit en Normandie. Ce qui est important à cette époque, c'est que Bonnard vraiment a la nécessité d'avoir à la fois une lumière méditerranéenne et une lumière de Normandie, qui sont toutes les deux très différentes. Il viendra en Normandie, il passera plutôt ses étés en Normandie. Le ciel est très changeant en Normandie et c'était important pour lui qui était si sensible à capter la lumière et les couleurs. Et il viendra vraiment dans le Midi, plutôt l'hiver, pour justement la richesse de cette lumière qui est permanente et assez forte, mais pas aussi forte qu'en été. Elle n'efface pas toutes les formes et ça va lui donner un autre aspect, une autre comment dire, ressenti par rapport à cette lumière sur les couleurs. Donc ici, nous sommes dans la salle vraiment des paysages du Midi. C'est le cœur de la collection du musée. Il y a eu un musée Bonnard au Canet parce que justement Bonnard a été vraiment très impacté par la nature environnante, par le site aussi de la ville du Canet qui était en surplomb sur la baie de Cannes, et c'est vraiment ce qu'il recherchait, à la fois une lumière très importante, mais aussi un site. Et vraiment le site du Canet, d'où l'on voit de sa maison, on voit à la fois l'Estérel, vraiment les collines de l'Estérel qu'on peut reconnaître dans certaines de ses œuvres, mais aussi la baie de Cannes, la mer et tout cet horizon qui était très important pour lui, qui était vraiment cette emprise de la nature sur son environnement qui était important. Donc les collections du musée sont nées donc à la fois vraiment par des acquisitions du musée, mais aussi par des dons majeurs comme celui-ci, l'amandier en fleurs, qui était un arbre très symbolique pour lui, qui était dans son jardin, le jardin qu'il avait façonné à la fois de manière très sauvage, mais en même temps qu'il essayait d'enrichir par des essences nouvelles. Et cet amandier est un arbre très symbolique puisqu'il représente, c'est le premier arbre qui refleurit au printemps. Et donc Bonnard, à plusieurs reprises, a peint les petites fleurs très cotonneuses de cet arbre et il représente il fait comme un portrait de cet arbre parce qu'il y a un vrai sentiment d'animisme entre lui et la nature. Il y a comme une sorte de projection de lui-même dans cet arbre et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité mettre cet autoportrait parce que c'est un peintre qui, comme beaucoup d'artistes, ont à la fois leurs doutes mais aussi tout ce qui impacte leur vie est important. Donc il avait ce rapport entre lui et entre la nature et son œuvre qui était vraiment fondamentale. Et donc vous voyez, Bonnard était un coloriste extraordinaire hein, dans cette exposition qu'on a appelée en noir et en couleur. Il y a vraiment ces deux versants, à la fois les versants de l'encre sur papier ou du crayon, mais aussi le crayon qui est toujours sous-jacent sur la toile puisqu'il refaçonne tout dans son atelier. Mais il y a cette science de la couleur, de l'harmonie des colorés qui est très importante. Vraiment, quand vous baladez, Bonnard avait une énergie à la fois pour métamorphoser certaines couleurs que l'on voit. Il y a une richesse à la fois entre les oranges, les rouges, les verts, et il y a une harmonie qui n'est seule à pouvoir faire. La période du Canet, c'est-à-dire de 1926 à 1947, puisqu'il est mort en 1947, mais en tout début d'année 1947, c'est vraiment l'une des œuvres les plus riches, là où il a fait une sorte d'accomplissement sur le travail de la couleur. Dans ce tableau qui s'appelle « Paysage par temps de Mistral », nous qui connaissons bien la région, on sait à quoi ressemble le paysage justement après un grand coup de vent. Les couleurs, quand il fait beau comme ça, les couleurs sont toutes, chatoyantes. Elles ont des harmonies très très fortes comme ces violets. Bonnard est un des artistes qui a utilisé le plus le violet. C'était une couleur qui n'était pas si commune que ça à cette époque. On est dans les années 20 et il y avait plutôt, le cubisme était passé par là et il y avait plutôt pas beaucoup de couleurs dans la peinture. Et donc c'est vraiment Bonnard qui a travaillé sur l'harmonie colorée et son ami Matisse travaillait sur des aplats, lui travaillait sur la modulation. C'était un artiste mélancolique. Quand on regarde ses autoportraits, c'était un artiste qui avait un doute profond, mais en même temps qui avait une vraie conviction
dans son œuvre. Il savait que ce qu'il faisait était important. Il a d'ailleurs déclaré à la fin de sa vie « Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l'an 2000 avec des ailes de papillon ». C'est vraiment important. Ça prouve qu'il avait cette conscience que son œuvre était grande. Mais en même temps, il oscillait entre deux mouvements. La mélancolie et la joie dans son œuvre colorée. On a bien vu combien ces paysages, même pendant la guerre, il a peint des paysages d'Éden. Hein. C'était l'Arcadie, cette recherche permanente de l'Arcadie. Et là, on le voit dans sa maison du Canet avec Marthe. On n'a pas encore parlé de Marthe, sa femme, qui était toute petite et qui était plutôt en retrait, plutôt misanthrope, qui était à l'arrière, et ce couple de collectionneurs qui s'appelaient Monsieur et Madame Anne Lozer, qui ont été des grands soutiens pour Bonnard dès les années 1915-1920. Le nu a été toute sa vie un sujet important parallèlement au paysage. Quand on voit la transformation de cette salle de bain dans un tableau tel que celui-ci, qui appartient au musée d'art moderne de la ville de Paris et qui est un prêt exceptionnel, on voit vraiment que Bonnard est un coloriste complètement affirmé. Hein. On n'est plus dans une composition classique, le personnage est vu en surplomb, mais ce qui l'intéresse, c'est non pas seulement ce corps qui est dans une baignoire, mais c'est aussi la transformation de l'espace par la lumière, par le papillonnement complet de toutes ces couleurs que l'on voit ici, qu'on passe à un violet, à un jaune intense, après à quelque chose de plus laiteux, et ça c'est vraiment important. Il va non pas travailler sur la représentation des traits, mais sur cette vision globale, cette première vision globale que l'on a d'un espace. Et puis après, on a ce fabuleux nu à sa toilette, qui est plus ancien, qui a été réalisé en Normandie, et c'est le cadrage qui est vraiment important, hein, où l'on voit, là, il s'agit très probablement de Marthe, qui a toujours le visage baissé, puisque Marthe, qui était comme sa misanthrope, ne voulait jamais vraiment montrer son visage, et le corps est presque enfermé dans cette structure très verticale, et il aime vraiment travailler sur les effets de la lumière sur ce corps, avec une économie des moyens, puisqu'il y a très peu de peinture, mais avec très peu de peinture, il fait vraiment vibrer complètement le corps, et notamment le dos de Marthe, qui se reflète aussi dans un miroir. Il est possible de compléter la visite du musée, bien évidemment par des visites guidées, de groupe ou individuelles, mais aussi des audioguides, les fiches de salle qui sont en complément, qui vous apportent une autre richesse, et de pouvoir aussi visionner avec des masques à 360 degrés la maison de Bonnard qui se trouve sur les hauteurs de la ville et qui n'est pas visitable. Donc c'est vraiment un plus à la visite, vraiment c'est très important.